Ce lundi marque donc le premier jour de la 91e année du Dalai Lama. Le guide spirituel tibétain a célébré ses 90 ans hier à l'issue d'une semaine de festivités sur les contreforts de l'Himalaya indien, où il vit en exil depuis 6 décennies, depuis la répression d'un soulèvement manqué à Lhasa. Alors forcément, la question de l'après se pose, et Tenzin Gyatso, le vrai nom du Dalai Lama, a d'ores et déjà donné des pistes sur sa succession. Mercredi, il a assuré que son successeur viendrait du monde libre, dans la droite ligne de la tradition tibétaine. Forcément, cette déclaration a été suivie par une réaction très vive de la Chine, qui entend avoir son mot à dire pour la désignation du successeur du 14e Dalai Lama. Les détails avec Gaël Fonseca. De Taïwan jusqu'au Népal, en passant par le Dharamshala, son refuge himalayen en Inde, le Dalai Lama a célébré ses 90 ans avec des moines et des fidèles du monde entier. Pour son anniversaire, ce simple moine bouddhiste, comme il aime se définir, a prié pour la paix. Lui qui n'a pas l'habitude de faire la fête, s'est même laissé tenter par une part de gâteau. Ainsi, lorsque je réfléchis à ma vie, rétrospectivement, je constate que je n'ai pas du tout gaspillé ma vie. Un point sur le passé qui a engagé le sujet de l'après et de sa succession. Le chef spirituel a affirmé que l'institution serait perpétuée, qu'il se réincarnerait selon la tradition bouddhiste tibétaine. Mais la semaine dernière, il a été très clair sur un point, c'est en Inde que sera désigné son successeur. Je réitère par la présente que le Gadan Phodrang Trust est le seul habilité à reconnaître la future réincarnation. Personne d'autre n'a le droit d'interférer dans cette affaire. Le Dalai Lama vit en exil dans les contreforts de l'Himalaya indien depuis qu'il a fui la domination chinoise au Tibet en 1959. Il se bat depuis longtemps pour l'autonomie de sa région, aux grandes dames de la Chine qui le considèrent comme un séparatiste. Le chef spirituel bouddhiste a affirmé que son successeur viendrait du monde libre, de quoi aussitôt déclencher une réaction ferme de Pékin. La réincarnation du Dalai Lama doit respecter les principes de la recherche nationale, du tirage de l'urne d'or et de l'approbation par le gouvernement central. Elle doit également suivre les rituels religieux et être traitée conformément aux lois et aux réglementations nationales. Les Tibétains craignent une bataille de succession et la nomination par la Chine de son propre successeur pour renforcer son contrôle sur le Tibet, région autonome qu'elle a envahie en 1950. Et pour nous aider à y voir plus clair et à aller plus loin dans ce dossier politique et géopolitique ô combien épineux, nous recevons Katia Buffetrille, ethnologue, spécialiste du Tibet, chercheuse à l'école pratique des hautes études. Merci d'être avec nous. Bonjour à Jean-Philippe Béja, sinologue, politologue, directeur de recherche émérite au CNRS et au CERI, le Centre de recherche international de Sciences Po. En ligne avec nous également, Olivier Weber, écrivain, grand reporter, auteur de Au Royaume de la Lumière, un voyage en Himalaya, un livre paru en 2022 aux éditions Plomb, prix Pierre Loti d'ailleurs, et puis auteur également de Le Tibet est-il une cause perdue aux éditions Larousse, c'est un ouvrage qui est paru en 2008. Alors, pendant ces célébrations, le Dalai Lama est apparu plutôt en forme, même si la voix est un peu plus faible, même si le débit est un peu plus long, on le sent quand même en pleine possession de ses moyens. Pourquoi est-ce qu'il a évoqué sa succession lors de cette semaine de célébration? Est-ce qu'il y a véritablement urgence? Oui, il y avait urgence dans la mesure où il avait dit il y a quelques années qu'il ne savait pas s'il allait se réincarner comme Dalai Lama et que cela dépendrait du désir des Tibétains. Et donc, il y avait de la part de la communauté tibétaine, aussi bien à l'intérieur d'ailleurs qu'en exil, un désir de savoir ce qui allait se passer parce que la Chine est derrière, en embuscade, et que la Chine, elle, a déjà prévenu qu'elle désignerait le prochain Dalai Lama puisqu'elle estime qu'elle seule a le droit de le désigner. La Chine veut mettre la main sur ce processus de désignation? Oui, on a déjà vu en 1989, après la mort du Panchen Lama, lorsque le Dalai Lama avait désigné la réincarnation du Panchen Lama, les partis communistes chinois en avaient désigné un autre. Celui qui a été désigné par le Dalai Lama a disparu et on a un nouveau Panchen Lama. Donc bien évidemment, pour la Chine, il s'agit d'un problème politique. Alors ce qui est évidemment amusant, c'est qu'un parti communiste qui tout de même
lui-même professe l'athéisme, est en train de vous expliquer quelles sont les règles de la réincarnation. Je voulais qu'on y revienne plus tard, justement, sur ce point-là. Mais si vous voulez, c'est un problème évidemment à la fois géopolitique et un problème interne. Parce qu'en ce moment, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, mais surtout depuis 2022, il y a une reprise en main de l'ensemble des régions habitées par des minorités nationales et une volonté de créer une nation chinoise, Zhonghua Minzu, qui est en fait tout à fait unifiée. Donc c'est important d'avoir la main sur le Tibet et sur celui qui serait le chef spirituel des Tibétains. Alors on va continuer à évoquer les enjeux politiques, géopolitiques de cette succession. On va dire un mot du symbole pour commencer, et je vais m'adresser à Olivier Weber. Le Dalai Lama aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour les bouddhistes, Olivier Weber? On parle de l'équivalent du pape pour les chrétiens. Est-ce que c'est vraiment comparable? Oui, alors ce n'est jamais totalement comparable. En tout cas, c'est vrai que c'est le leader spirituel par excellence de toute la communauté tibétaine dans le monde. C'est quand même 8,5 millions de Tibétains, dont la majorité bien sûr en Chine, dans ce Tibet occupé depuis 1950, donc 6,5 à peu près, 6,5 millions. Donc, en plus, 2 millions en exil. Et puis, c'est un chef politique également, même s'il a renoncé à ce pouvoir temporel, donc, qui est exercé par un chef de gouvernement désigné par donc les autorités politiques tibétaines en exil à Dharamsala, mais il incarne justement aussi ce partisan de la non-violence, cet adepte d'une paix internationalement reconnue. D'ailleurs, il a eu le prix Nobel de la paix, donc c'est un enjeu qui est à la fois spirituel, qui est à la fois aussi existentiel, on va dire, pour le peuple tibétain, sachant que à l'intérieur donc de la Chine, donc dans le Tibet occupé depuis 1950, avoir une photo, par exemple, ne serait-ce que pour cet exemple du Dalai Lama, peut vous valoir une prison. Il faut savoir également que dans le Tibet côté chinois, il y a des caméras dans certains monastères, il y a de la délation également qui est encouragée par les autorités chinoises pour éviter évidemment cette proximité avec les autorités religieuses tibétaines en exil à Dharamsala en Inde, etc., etc. Donc oui, il y a un vrai enjeu, je dirais qu'il est triple, il est de politique intérieure, comme vous l'avez dit à l'instant, il est géopolitique, donc par rapport à la stratégie évidemment de la présence de la Chine en Asie, mais aussi dans le monde. Et puis, troisièmement, un enjeu économique, un enjeu par rapport à la guerre de l'eau. Vous savez que le Tibet, c'est un peu le château d'eau de l'Asie, où prennent naissance certains des fleuves qui alimentent les pays limitrophes. Je parle de l'Inde, je parle du Vietnam, du Laos, du Cambodge, etc. Et donc, oui, il y a un vrai enjeu, un triple enjeu de la part de la Chine, et c'est affirmé sans complexe, je dirais une sorte de nouveau colonialisme. C'est vrai que la présence chinoise au Tibet n'est pas récente. En tout cas, ce qui est nouveau, c'est le programme de Xi Jinping. Il a été élu là-dessus en 2013 sur la route de la soie. Donc, effectivement, il faut faire preuve de fermeté à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du côté chinois, et avoir une mainmise sur la désignation du successeur du Dalai Lama. Alors, Katia Buftry, Olivier Weber nous présente le Dalai Lama comme un chef politique, au-delà même du symbole religieux qu'il représente pour les bouddhistes. Quelle est l'influence politique de ce chef spirituel dans le monde asiatique ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en 2011, il a renoncé à tout pouvoir politique. Donc, il y a eu une nouvelle réorganisation au sein du gouvernement en exil. Et actuellement, il y a, disons, ce qu'on peut appeler un Premier ministre, qui est élu. Mais cependant, le Dalai Lama, avec son charisme, avec tout le travail qu'il a fait durant toutes ces années pour faire connaître son pays, est reconnu et connu de tous les leaders politiques. Et c'est vrai que, en dépit du fait qu'il s'est retiré, il continue à exercer pour tous les responsables politiques une influence. C'est vers lui que les gens regardent, effectivement. Et c'est lui qui continue à être reconnu dans le monde entier. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Philippe Desjardins ? Oui, je crois qu'effectivement, c'est une personnalité très importante sur la scène internationale. Aujourd'hui, pas seulement pour le Tibet, mais il représente le combat tibétain. Et puis, comme le disait Olivier Weber, le pacifisme, toute une façon de concevoir les relations entre les hommes et entre les relations. L'influence du Tibet à Hollywood, par exemple, est très largement liée à la personnalité même du Dalai Lama, qui a eu le prix Nobel de la paix et qui est une personnalité
dont la voix compte, peut-être effectivement au même niveau que le pape, même si c'est évidemment quelque chose de plus restreint, puisqu'il s'agit seulement du bouddhisme tibétain, qui quand même s'étend aussi à la Mongolie. Hein. C'est une personnalité reconnue aussi par les bouddhistes lamaïstes de Mongolie et qui eux-mêmes ont fait part de leur inquiétude sur sa succession. Alors, et même, si je peux rajouter quelque chose, et même il y a un nombre assez important maintenant de bouddhistes en Chine qui sont adeptes du bouddhisme tibétain, ce qui pose aussi un petit problème pour le gouvernement chinois. C'est-à-dire qu'il y a une pression également à l'intérieur du... Il y a véritablement un groupe de Chinois qui sont totalement adeptes du bouddhisme tibétain et qui ont des maîtres et qui certains suivent même le Dalai Lama, oui. Olivier Weber, vous vouliez réagir sur ce point-là ? Oui, bien sûr. Alors c'est un danger, on va dire, pour le Parti communiste chinois. Et en même temps, il y a cette propension à l'expansionnisme qui était restreint, entre guillemets, entre les années 1950 et 2013, compte tenu, on va dire, par rapport à l'expansionnisme au Tibet. Aujourd'hui, c'est un colonialisme décomplexé qu'on voit à l'œuvre avec l'élection de Xi Jinping il y a 12 ans, en 2013, avec son programme des routes de la soie. C'est à peu près 114 pays, à peu près 1100 milliards de dollars d'investissement pour conquérir de nouveaux marchés, pour créer de nouveaux corridors commerciaux, mais qui ne sont pas que commerciaux. Alors moi, j'ai plutôt les exemples, évidemment, en Afrique ou dans d'autres pays d'Asie où ce colonialisme est très fort, il est vraiment prédateur, il est sans complexe. Et donc, évidemment, les retombées se font d'une manière tout à fait certaine également sur l'avenir du Tibet, enfin sur l'avenir aussi de la succession du futur Dalai Lama. Et là, on peut penser évidemment qu'il y aura une offensive très forte. Il y a un raidissement des autorités chinoises là-dessus. Encore une fois, c'est l'affirmation d'un pouvoir néo-impérialiste. Alors c'est très drôle d'ailleurs parce qu'en 1950, lorsque le Tibet a été annexé donc par la Chine, qui était toute nouvellement conquise par Mao Tse-tung en 1949, la motivation officielle c'était de protéger le Tibet. Alors c'était à peu près contre les visées impérialistes, si je me rappelle bien. En tout cas, donc on parlait de protection et on parlait de danger impérialiste. Là, aujourd'hui, c'est évidemment ce que pratique la Chine de par le monde avec ses routes de la soie. Mais je connais certains des pays qui sont totalement asservis donc à ce programme de nouvelles routes de la soie de Xi Jinping. Je parle du Sri Lanka, je parle de Maldives, je parle de certains pays d'Afrique, de la Mauritanie, etc., où il y a un asservissement par la dette, par le contrat, par soi-disant des prêts à taux bonifiés, mais qui sont des vrais types d'esclavage économique, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a une sorte de synergie entre cet expansionnisme extérieur et cette volonté de mainmise de la Chine sur la succession du Dalai Lama pour les années à venir. Alors, Olivier Weber, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le toit du monde, comme on en surnomme le Tibet, c'est 1,2 million de kilomètres carrés et il est riche en ressources naturelles. Je peux vous interrompre, c'est pas 1,2 million, c'est 2,5 millions kilomètres. 2,5 millions. Oui, pardon. C'est un quart de la Chine. D'accord. Et il est riche en ressources naturelles, pétrole, gaz, bauxite, étain, cuivre, uranium, fer, un potentiel qui, d'après ce que j'ai vu, est estimé à 78 milliards de dollars. Mais on a plutôt l'impression que Pékin en a fait avant tout une histoire de principe politique, pas économique. Est-ce que je me trompe ? Oui, bien sûr. C'est justement cette revendication de la motivation, la protection du Tibet de la part de la Chine contre divisée impérialiste en 1950. Mais en fait, pour moi, après je peux me tromper, mais il est vrai que c'était déjà l'affirmation dans les années 50 du primat d'une sorte de nationalisme Han, donc chinois, par rapport aux ethnies dominées donc en Chine. Il y en a à peu près une cinquantaine, si j'ai bonne mémoire, mais vous me corrigerez si je me trompe, et je parle surtout sous le contrôle de vos deux autres invités. Et évidemment, le Tibet fait partie de ces minorités à contrôler. Je rappelle que Lhasa, la capitale du Tibet occupé, a davantage maintenant en présence donc de Chinois Han, donc non tibétains que de Tibétains. L'accouchement est encouragé, il est gratuit pour les non tibétains alors qu'il est payant pour les Tibétains, etc., etc. Donc il y a une vraie stratégie aussi de mise en minorité, dans la minorité, de la part des Tibétains. Donc il y a bien sûr l'enjeu économique qui joue, mais je dirais que là aussi il y a cet enjeu politique ou nationaliste
Et puis d'autre part, il y a aussi le fait d'affirmer cette possession qui est très importante au niveau régional par rapport à l'Inde, par rapport à d'autres pays. Il y a des enjeux, on en parlait de l'eau, mais aussi des matières premières dont vous parlez, mais tout simplement d'un espace vital pour la Chine par rapport à une autre puissance rivale que peut être l'Inde, entre autres. Vous voulez réagir, Katia? Oui, je n'ai pas entendu le début, excusez-moi. Mais non, effectivement, vous pouvez répéter votre question parce que comme je... Non, alors, on parle beaucoup de l'intérêt politique du Tibet, alors que c'est une région qui est économiquement qui a un énorme potentiel. Oui, mais il y avait, dès le départ, enfin pour moi, il y avait un enjeu idéologique qui était extrêmement important, et c'était vraiment le but pour la République populaire de Chine de reprendre tous les territoires qui étaient des protectorats de l'Empire mandchou, et si les Mandchous étaient dénigrés comme étrangers lorsque ça ne les intéressait pas, ils devenaient très sinisés et même chinois lorsque ça intéressait la République populaire de Chine. Donc il y avait un gros enjeu idéologique, et le reste, j'ai entendu, oui, je suis d'accord, il y a aussi un enjeu, mais il y a un enjeu économique énorme aussi. Jean-Philippe Béja. Oui, il y avait évidemment une question de légitimité pour le Parti communiste chinois qui était de reprendre tous les territoires issus de l'Empire mandchou et de réunifier la Chine. Alors, il y a eu des fluctuations dans la politique vis-à-vis des minorités nationales, y compris vis-à-vis du Tibet. Rappelons quand même que le Dalai Lama, en 1958, est allé rencontrer Mao Zedong et qu'il a été reçu et qu'il était membre de la commission consultative politique du peuple chinois. Il y a eu donc une tentative d'attirer les élites des minorités, c'était aussi le cas au Xinjiang et ailleurs, et puis après il y a eu la révolution culturelle où on a essayé de supprimer toute culture traditionnelle, évidemment au Tibet, au Xinjiang, mais aussi dans la Chine propre, c'est-à-dire qu'on a aussi éliminé la culture traditionnelle chinoise, et dans les années 80, il y a eu une reconnaissance de ces erreurs, et de ces crimes par exemple, et la volonté justement de redonner une certaine autonomie aux diverses minorités nationales. Il y a eu quand même de très longues, pendant les années 80, énormément de discussions avec le Dalai Lama, entre le Parti communiste. Hu Yaobang était allé au Tibet, le secrétaire général du Parti communiste chinois, pour faire son autocritique sur la politique du Parti communiste chinois à la guerre du Tibet. Mais depuis, alors ça a recommencé après dans les années 80 et 90, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, il y a un enjeu extrêmement important qui est la volonté de créer cette nation chinoise qui n'est plus une nation multinationale comme elle était affirmée, même si ce n'était pas toujours le cas dans les années 50. Aujourd'hui, il faut parler le chinois, il faut être de plus en plus chinois, et on est des Chinois avec un certain nombre de côtés folkloriques, qui sont des chansons, des danses, peut-être un petit peu de religion, mais l'important c'est de créer cette nation chinoise. Alors l'économie c'est important, parce que l'économie bien sûr ça permet aussi à la Chine, notamment par le contrôle des terres rares, et de renforcer sa puissance sur la scène internationale. C'est important vis-à-vis de l'Inde, comme le disait justement Olivier Wiebert, mais l'essentiel c'est quand même une question de légitimité à l'intérieur et de raisons politiques. Il faut tenir l'ensemble du pays, et cela se fait en sinisant les religions, les cultures extérieures, et aussi en renforçant le contrôle sur la population chinoise, Han. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le processus de désignation du Dalai Lama. On parle de réincarnation, ça a été des événements très romanesques qu'on a pu voir dans la littérature, qu'on a pu voir au cinéma, mais très concrètement, ça prend du temps. Pourquoi est-ce que c'est si complexe ? Pour les réincarnations très importantes, comme le Dalai Lama ou le Panchen Lama, il y a un processus qui... c'est une incitation en général assez souple dans la mesure où elle peut changer suivant les écoles, mais selon les règles traditionnelles pour, disons, le Dalai Lama, elle est fondée sur des signes, sur les oracles. Ensuite, il y a la recherche d'un enfant qui aurait présenté, effectivement, il y aurait eu des signes fastes qui se seraient marqués. Et ensuite, on fait des tests. Donc, il y a souvent plusieurs candidats, et les tests, c'est de reconnaître souvent plusieurs objets dont certains ont appartenu au Dalai Lama précédent, et ça prend un certain temps parce que effectivement, il faut trouver, même en se fondant sur des signes et des oracles, il faut trouver l'endroit où l'enfant est né, et ça prend un certain temps. Souvent, ça prend effectivement 2 ans ou 3 ans.
Alors, l'actuel Dalai Lama évoque un processus plus rapide. Olivier Weber, est-ce que c'est possible de déroger à la tradition, de déroger au rite? Le Dalai Lama évoquait une femme, par exemple, pour lui succéder. Est-ce que ce serait possible? Oui, c'est possible. Oui, tout est possible, mais c'est vrai qu'il avait renoncé, vous l'avez dit tout à l'heure, au pouvoir temporel, et puis il avait renoncé à un moment à la succession, la désignation d'un successeur. Il était malade, le Dalai Lama s'est relevé d'un cancer, et maintenant il reparle de cette succession qui est très importante, évidemment, on en parlait à l'instant, pour l'avenir de la culture tibétaine, de la langue tibétaine, de la présence des Tibétains dans le monde, qui sont, je le rappelle, pour certains, voués à l'intimidation, à la menace, comme le sont les Ouïghours. Les Ouïghours, donc en Chine, c'est à peu près 11 millions de population pour cette minorité ethnique et religieuse musulmane, dont 1 million, tenez-vous bien, dans le Laogai, c'est-à-dire dans les camps de concentration. Et il est évident que certains Tibétains en exil sont soumis à des pressions, des intimidations, il y a des menaces d'enlèvement, etc. Donc le Dalai Lama s'est rendu compte qu'il fallait donc maintenant désigner assez rapidement, avant sa disparition, donc un successeur. Vous l'avez dit, c'est un procédé qui est complexe, qui est basé sur des signes, mais il y a plusieurs façons aussi d'attendre ces signes et ces symboles religieux. En tout cas, ça doit être absolument affirmé par la souveraineté spirituelle tibétaine et non pas, donc évidemment, contrecarré par une mainmise, par le PCC, le Parti communiste chinois. Donc il y a un vrai enjeu. Je crois que le Dalai Lama a compris qu'il y avait une crainte, évidemment, qu'il n'y ait personne pour lui succéder ou qu'il y ait trop de manipulation et peut-être même l'enlèvement, la disparition d'un Panchen Lama ou d'un successeur désigné dans les années à venir, comme ça a été fait évidemment dans les années 90, en 95 exactement, puisque le Panchen Lama, son successeur qu'il avait désigné, a été remplacé par un autre Panchen Lama officiel, donc désigné par Pékin, et qui est totalement asservi, évidemment, à la logique du primat et du dogme idéologique en Chine, qui est d'ailleurs un dogme de plus en plus patriotique et nationaliste plutôt que idéologique. Donc voilà, le Dalai Lama est un peu pressé, c'est vrai. Il n'est pas exclu qu'on ait des surprises, peut-être au niveau de la personnalité qui sera désignée, peut-être un peu plus mûr, entre guillemets, plus âgé que ce qu'on pouvait attendre, puisque certains des Panchen Lama sont désignés très très jeunes, à peine enfants. Donc là, il y a évidemment urgence et c'est une affaire qui est non seulement spirituelle et religieuse, mais aussi politique pour l'avenir du peuple tibétain en exil dans le monde. Katia Buftry, une plaisanterie, c'est ce que vous avez dit quand j'ai parlé de la possibilité que le prochain Dalai Lama soit une femme. Non, mais il plaisante souvent, et c'est vrai que c'est une possibilité. Hein. Il n'y a aucune interdiction. C'était une société très patriarcale, donc ça ne s'est jamais passé, mais tout peut arriver, effectivement. Le processus peut être accéléré, Jean-Philippe Béjart? Écoutez, à partir du moment où il s'agit d'un processus de réincarnation, il est évidemment hors du contrôle des hommes, normalement, hors du contrôle des humains, et encore moins du contrôle de personnes qui se présentent comme athées et communistes. Donc, la question de la succession... Alors, la question de la réincarnation du Panchen Lama a toujours été une question politique, il faut bien le voir. Déjà, même sous les Qing, il y avait eu un certain nombre d'interventions de l'Empire pour essayer de manipuler. Vous savez, qu'est-ce qui est plus facilement manipulable que justement la réincarnation? Vous envoyez un certain nombre de moines avec des objets ayant appartenu à quelqu'un, puis il y a un enfant qui dit « ça c'était moi, ça c'était à moi ». Je veux dire, c'est quand même très largement manipulable. Il y a toujours eu des luttes politiques à l'intérieur des élites tibétaines aussi, entre les écoles, et donc bien évidemment, c'est quelque chose qui est... Quand vous avez ce type de succession, évidemment, c'est manipulable. Alors, le problème du Dalai Lama, c'est qu'il ne peut se réincarner. Alors là, je demande à Katia Buftry de me contrôler, que s'il est mort. Il faut donc qu'il meure. Non, mais il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire qu'une réincarnation peut avoir différentes émanations. On va y faire ça simplement. Et donc, il peut y avoir effectivement plusieurs, on appelle ça pensée, parole, esprit, et il peut avoir plusieurs réincarnations, disons. Donc, il serait possible, effectivement, que de son vivant, il y ait quelqu'un d'autre qui soit plus mature, parce qu'effectivement, la période dangereuse, c'était pareil sous la royauté, les périodes dangereuses, ce sont les périodes de régence, et donc en exil, ce sera encore un peu plus compliqué, même si, avec le processus démocratique entamé maintenant, le gouvernement en exil a un Premier ministre, mais il est sûr que ce serait une période très dangereuse. Donc, d'ailleurs, le Dalai Lama l'a très bien exprimé, il a dit que tout le processus de réincarnation serait entre les
les mains du Ganden Phodrang Trust, donc le bureau du Dalai Lama, et qu'il leur donnerait des informations et des indications parfaitement précises. Donc, on n'est pas tenu au courant, mais il y en aura. Olivier Weber, en 2008, vous écriviez un livre dont le titre était une question. Le Tibet est-il une cause perdue? Est-ce que une vingtaine d'années après, vous avez trouvé la réponse? C'est oui ou c'est non? Oui, le titre était délibérément provocateur pour parler de ce conflit oublié, de ce peuple qui était quand même longtemps délaissé. Je crois que c'est important aujourd'hui que la communauté internationale s'intéresse au sort du peuple tibétain en exil, mais aussi à l'intérieur de la Chine occupée, et fasse pression pour empêcher qu'il y ait davantage d'intimidation, davantage de menaces sur la langue, sur la culture, sur la religion tibétaine à l'intérieur de la Chine. Je dirais que malheureusement, ça fait partie non pas des causes perdues, mais en tout cas justement des causes un peu oubliées, même s'il y a une certaine popularité, y compris aux États-Unis. On a vu tout à l'heure Richard Gere, qui est un adepte qui était très proche, en fait, adepte du bouddhisme tibétain, mais très proche également du Dalai Lama. Je l'avais vu donc lors d'une retraite spirituelle en Europe. Ils étaient ensemble avec Mathieu Ricard en particulier, et donc ça contribue à la popularité, vous le disiez, en Californie ou à Hollywood. Dans les GAFAM, vous savez, c'est cette industrie du high-tech dans la Silicon Valley, on parle beaucoup du Dalai Lama, on fait beaucoup de retraites spirituelles, on parle beaucoup aussi de méditation, y compris en Google. Il y a dans les sous-sols de Google à Palo Alto, il y a donc des grandes pièces, des grandes chambres, presque des temples de méditation, avec soit des Tibétains, soit des chercheurs d'origine chinoise, qui sont évidemment pas pro-Xi Jinping. Et donc cette popularité, est-ce qu'elle va suffire à faire sortir le Tibet de ce statut, on va dire, de cause oubliée, de cause perdue? Je ne sais pas. En tout cas, il est important qu'on en parle. Il est important qu'on contredise aussi cette volonté de mainmise de la part du PCC, du Parti communiste chinois, sur la désignation d'un successeur éventuel, mais aussi sur sa pratique par rapport, évidemment, à tout ce qui est menace, tout ce qui est intimidation à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc à l'intérieur de la Chine, dans le Tibet occupé, déculturation, et à l'extérieur, donc des menaces, des intimidations. Regardez, j'en veux pour preuve simplement ce qui se passe au musée Guimet à Paris. Vous savez, ce musée des arts asiatiques qui est interdit d'appeler une pièce d'exposition, une grande salle, œuvre tibétaine, voilà, sous la pression de la Chine, etc. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas, il y a un soft power, il y a une politique culturelle, mais qui est assez agressive en fait de la Chine pour empêcher qu'on reconnaisse le Tibet en tant qu'entité, non seulement religieuse, mais aussi, on va dire, géopolitique à l'extérieur. Alors, vous avez fait réagir Jean-Philippe Béja et Katia Buftry. Au niveau du musée Guimet, oui, ça m'a fait réagir. Non, le problème n'était pas qu'il s'appelait objet tibétain. Il y a eu toute une succession d'incidents à partir de, disons, 2023, ça a commencé, qui laisse penser qu'il y a eu une intervention chinoise très forte au niveau de cette année. On commémorait donc en 2024 les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Donc il y avait un certain nombre d'événements dont certains étaient au musée Guimet. On a vu donc en 2023 arriver au conseil d'administration des personnalités françaises plutôt pro-chinoises, enfin aimant beaucoup la Chine, comme Raffarin ou Giscard d'Estaing. Ensuite, il y a eu le changement de nom dès 2024 des salles qui s'appelaient Tibet-Népal, ce qui paraissait une indication assez claire pour le public et qui s'est transformé finalement en monde himalayen, alors que le Tibet n'est pas le monde himalayen, ça ne constitue que la frange sud, donc ça n'a rien à voir avec les pays du monde himalayen. Et ensuite, il y a eu donc différentes expositions, dont la principale, le climax, était celle de la Chine des Tang. Et lors de cette exposition, il n'y avait même plus monde himalaya, mais là, c'était transformé en Tubo, qui est une expression parfaitement chinoise que personne ne connaît en dehors de quelques spécialistes. Et donc, vous n'aviez plus d'empire tibétain qui rivalisait avec l'empire Tang à cette époque, mais vous aviez un Tubo qui s'accordait avec des objets, qui s'accordait avec des époques, mais toujours placé comme si ça faisait partie de l'Empire Tang et donc supprimait totalement l'existence de l'Empire tibétain. Alors, Jean-Philippe Béja, le Tibet cause, si ce n'est perdu, en tout cas oublié, dilué? En tout cas, la question, au fond, selon moi, elle est moins chinoise que européenne et française. Je veux dire, pourquoi changer le nom? Pourquoi ne plus parler de Tibet? Pourquoi parler de Xizang
Xinjiang au musée du Quai Branly, c'est simplement pour essayer d'amadouer la Chine et d'avoir de bonnes relations avec la Chine. Mais vous savez, il y a eu un exemple, un contre-exemple, comme on dit, c'est que le musée de Nantes organisait une exposition sur Gengis Khan. Il avait négocié avec la Chine pendant de nombreuses années, parce qu'il y avait beaucoup, évidemment, de vestiges mongols en Mongolie intérieure. Mais quand les Chinois ont exigé que l'on parle de minorité nationale pour la Mongolie, le conservateur du musée a refusé. Il a organisé son exposition avec la Mongolie extérieure, et c'était une magnifique exposition. Donc la question qui se pose là, en l'occurrence au niveau géopolitique, ce n'est pas tellement le fait que la Chine cherche à promouvoir ses intérêts, ce qui est tout à fait classique, y compris son soft power, c'est que les autres acceptent de se coucher devant la Chine. Ça, c'est la première question. Alors, juste un petit insert, comme on n'a pas de représentant du musée Miguel sur le plateau. On va quand même dire qu'il y a déjà eu réaction de ce musée qui se défend de s'être plié à la volonté de la Chine. C'est toujours le cas. Partout. Chaque fois qu'il y a des pressions de la Chine, on dit toujours qu'il n'y en a pas eu. Mais il y a 4 associations tibétaines qui ont commencé un recours en justice. Et ce que je voulais juste préciser sur l'exposition de Nantes, c'est que la Chine demandait simplement que soient supprimés les mots mongols et Gengis Khan dans une exposition qui était consacrée à Gengis Khan. Vous vouliez continuer, Jean-Philippe? Donc, si vous voulez, cette question-là est une question très importante. La question qui se pose essentiellement, au fond, c'est est-ce que quel type de nation est-ce que le Parti communiste de Xi Jinping est en train d'essayer de construire? Et c'est effectivement quelque chose qui est un retour en arrière par rapport à ce qui s'était passé, ne serait-ce que dans les années 2000. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu véritablement autonomie des minorités nationales. Mais il y avait au minimum une reconnaissance de leur langue, de leur culture, etc. Et au moins en apparence, il y avait toujours des organisations dirigées par des membres des minorités nationales. Or, aujourd'hui, l'idée, c'est au contraire que la langue doit être unifiée dans les écoles primaires, que ce soit au Xinjiang, en Mongolie ou au Tibet. On insiste pour avoir l'enseignement de la langue chinoise. Alors, pourquoi pas l'enseignement du Putonghua? Moi, je pense qu'effectivement, ça peut être très utile, mais c'est un enseignement bilingue qu'il doit y avoir. Or, aujourd'hui, on a un recul de cet enseignement bilingue et on en parle de moins en moins. Donc, il y a une entreprise d'uniformisation de l'ensemble des minorités nationales, et il faut bien voir aussi que vis-à-vis de la Chine propre, il y a un raidissement du contrôle sur l'ensemble de la société civile chinoise, parce que c'est aussi un aspect important. Bien sûr, il y a l'aspect géopolitique, l'aspect des routes de la soie, mais il y a surtout une espèce de renforcement de la direction du Parti communiste sur l'ensemble de la société de la Chine et effectivement des minorités nationales. Alors ça s'est fait largement depuis l'arrivée de Xi Jinping, avec un secrétaire de région autonome qui était Chen Qianguo, qui était d'abord au Tibet, puis ensuite au Xinjiang, et qui a mis en place des politiques extrêmement répressives. Ces politiques répressives sont en train de se transférer vers la Chine même. On a de plus en plus de surveillance et de plus en plus d'interdictions d'organisation. Donc c'est un problème général de l'ensemble de l'évolution du régime chinois. Il faut bien voir cet aspect-là. Alors je voudrais qu'on revienne au personnage du Dalai Lama en lui-même, qui s'est vu décerner le Nobel de la paix. C'était en 1989. Olivier Weber, est-ce que ce prix lui confère une sorte de totem d'immunité? Est-ce que c'est un élément que la Chine prend en compte? Oui et non. Alors évidemment que l'aura, l'impact de ce prix Nobel de la paix en 1989, donc donné à Dalai Lama, a retenti considérablement donc sur la pérennité de la culture tibétaine en exil, et ça a assuré au Dalai Lama une sorte de protection. Bon, en tout cas, il est évident que les pressions, les intimidations ont continué de la part du pouvoir chinois, et surtout depuis l'intronisation de Xi Jinping en 2013. Je rappelle que c'est l'homme le plus fort
de l'histoire chinoise communiste, on va dire, depuis Mao Tse-tung. Il concentre tous les pouvoirs, y compris militaires. Donc il y a une sorte de patriotisme décomplexé. Et c'est là où il y a cette ambiguïté qui surgit. Et Jean-Philippe Béja a raison de parler d'enjeux intérieurs. Moi, je trouve qu'il y a une ambiguïté, une contradiction qui est flagrante entre ce pouvoir qui repose quand même sur le dogme du PCC, du Parti communiste chinois, donc pour préserver des acquis, pour continuer donc des privilèges, et en même temps qui prône le patriotisme, voire le nationalisme, avec ce primat de la culture Han, donc chinoise, d'ethnie dominante en Chine, de la culture, de la langue, de l'histoire aussi, par rapport aux autres minorités, par rapport aux minorités ethniques ou religieuses. Et là, ce monde multiethnique qui avait été donc garanti quand même après 1949 par Mao Tse-tung, et surtout dans les années 80 par ses successeurs, vole en éclats. C'est le primat vraiment de cette culture chinoise par excellence, et c'est la disparition par différents procédés des cultures, des langues locales, etc., et surtout tibétaines. Donc là, il y a un vrai enjeu, effectivement, une ambiguïté, mais encore une fois, c'est un patriotisme qui est totalement exacerbé et qui repose d'abord sur un nationalisme et bien sûr sur le pouvoir même, le socle même du pouvoir idéologique et nationaliste, j'allais dire, de Xi Jinping. Jean-Philippe Béja, un mot. À propos du prix Nobel de la paix, justement, bien sûr, le Dalai Lama était le premier personne qui était originaire de ce qui est d'un territoire sous contrôle de la République populaire de Chine. Il y a eu un deuxième prix Nobel de la paix en 2010, qui est Liu Xiaobo, dont on va commémorer la mort d'ailleurs en prison dimanche prochain, que tout le monde a oublié. Et je veux dire, le prix Nobel qui a été donné à Liu Xiaobo, c'était pour montrer aussi que les Han, c'est-à-dire cette ethnie dominante, sont aussi victimes de la dictature du Parti communiste chinois. Liu Xiaobo s'est battu pour la démocratisation de la Chine et avait d'ailleurs écrit aussi sur la situation au Tibet, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas si simplement d'un conflit entre les Han et les Tibétains, mais effectivement, il y a un problème de système politique qui impose cette espèce de néocolonialisme à l'intérieur et qui oppose les diverses ethnies entre elles. On a vu la même chose au Xinjiang d'ailleurs, où il y a eu des affrontements entre les Han et les Ouïghours ou les Khazars. Mais il faut bien voir toujours qu'il y a un problème aussi vis-à-vis de la grande majorité de la population, qui elle aussi cherche dans une certaine mesure à résister, alors de façon aujourd'hui de plus en plus souterraine, à cette augmentation de la mainmise du Parti communiste sur l'ensemble de la société. Katia Buftry, le Nobel de la paix en 1989, vous l'avez, vous, perçu comment ? Au niveau, je connais beaucoup de Tibétains, et au niveau des Tibétains, ça a été un événement extraordinaire, puisque pour eux, c'était quand même la reconnaissance internationale de celui qui est pour eux leur chef spirituel. Donc c'était extrêmement important, et c'est vrai que ça n'a pas été un grand plaisir pour la Chine, puisque ça a donné une visibilité au Dalai Lama qui était encore plus grande que celle qu'il avait déjà. Et donc, effectivement, oui, c'est resté un événement. Il a reçu d'autres médailles. Il a reçu des médailles aux États-Unis. À chaque fois, la Chine avait été en total désaccord avec ce genre d'événement. Alors, je vois que Olivier Weber veut réagir. Oui, absolument. Non, pour poursuivre par rapport à votre question sur le prix Nobel de la paix, évidemment, c'était une reconnaissance incroyable pour le peuple tibétain, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cependant, la Chine regarde de très près un pays voisin qui s'appelle la Birmanie, où il y a eu un autre prix Nobel, qui est Aung San Suu Kyi, donc l'ancienne première ministre. Alors, ce sont deux prix Nobel que j'ai pu rencontrer, le Dalai Lama, Aung San Suu Kyi. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé avec Aung San Suu Kyi, malheureusement, qui est incarcéré par la junte, par les militaires au pouvoir en Birmanie. Et la Chine regarde ça très près en disant, ah oui, ils ont pu incarcérer Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991, donc 2 ans après le prix Nobel de la paix attribué au Dalai Lama. Eh bien, pourquoi pas ne faire pareil. En tout cas, il y a une sorte de mimétisme par rapport à ce qui se passe dans ce régime autoritaire aussi, qui est le régime autoritaire de Birmanie. Et il n'y a pas eu, ou très peu, de réactions internationales par rapport. Il y a eu des condamnations, certes, mais plutôt de type oral, on va dire, de la part des gouvernements occidentaux, mais pas de sanctions sur le régime autoritaire militaire birman. Donc là, on peut se dire, est-ce que le prix Nobel de la paix 89 protège au niveau du statut le Dalai Lama? Ce n'est pas si sûr. En tout cas,
évidemment, c'est une protection de façade considérée comme telle par le pouvoir en place à Pékin. Jean-Philippe Béja, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, Pékin donc veut avoir son mot à dire sur la succession du Dalai Lama. Or, on parle de réincarnation, on parle de religion, alors que la Chine, c'est quand même un régime athée. Il y a quand même une sorte de paradoxe là. Oui, je veux dire, on peut tout à fait reconnaître. Je ne suis pas sûr que Xi Jinping ou Chen Quanguo, par exemple, soient des experts de la loi bouddhiste et de la réincarnation. L'idée, non, là, ça prouve véritablement le cynisme du Parti communiste chinois. Et je le dis aussi précédemment de l'Empire Qing. Je veux dire, alors l'Empire Qing n'était pas athée. Le Parti communiste chinois, c'est évident, puisqu'il professe quand même l'athéisme. Alors, il y a évidemment, ils professent la sinisation des religions. Alors, dans ce sens-là, on peut dire que, au fond, le Parti communiste chinois devrait contrôler le processus de réincarnation. Alors, nous n'y croyons pas, mais puisqu'un certain nombre de gens y croient, eh ben, autant qu'ils le fassent sous notre direction. Donc, si vous voulez, c'est un peu le raisonnement, c'est celui-là. Vous disiez, le Dalai Lama est aujourd'hui essentiellement un chef spirituel, mais on voit son importance. Il est évident que la cause tibétaine est représentée par le Dalai Lama. Il y a un premier ministre qui est élu, mais personne ne connaît son nom, personne ne le connaît nulle part. Si vous parlez à Richard Gere, il parle du Dalai Lama. Donc, pour les dirigeants chinois, c'est très important de voir qui sera le successeur du Dalai Lama. Et de toute façon, qui que ce soit, il n'aura pas l'aura du Dalai Lama. Donc l'idée, c'est de mettre quelqu'un à sa place et, au fond, d'éliminer un peu cette spécificité tibétaine. Katia Buftry, en France, le Dalai Lama est extrêmement populaire. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette quasi-fascination pour le personnage dans un pays qui est pourtant réputé être très cartésien ? Alors déjà, le Dalai Lama, donc, de par ce qu'il est, il est donc l'émanation terrestre d'une divinité bouddhique et qui est l'incarnation de la compassion. Et c'est vrai que tout au cours de sa vie, il n'a fait que montrer de la compassion. Donc, dans ce monde un peu difficile que nous traversons actuellement, il est une représentation de quelqu'un qui, lui, ne change jamais d'avis, qui, de manière constante, prône la paix. La paix, la compassion, la gentillesse, le bien-être, même pour vos ennemis. Et c'est vrai que c'est une voix qui finalement ne peut être contredite en ce sens et qui est respectée par absolument tout le monde. Alors, il nous reste 3 petites minutes pour évoquer une toute dernière question. Il y a 2 ans, le Dalai Lama faisait scandale après avoir demandé à un petit garçon de lui sucer la langue. Voilà. Enfin, il y a eu scandale et puis le soufflet est vite retombé. Est-ce qu'on doit tout pardonner au Dalai Lama ? Olivier Weber, en 1 minute. Non, alors bon, évidemment, il y avait un contexte par rapport à cette phrase donc attribuée au Dalai Lama. Il s'en est défendu. Moi, je n'ai pas suivi l'affaire de très près. En tout cas, il ne faut pas dresser de faux procès par rapport au Dalai Lama, qui est dans une voie humaniste, qui est dans une voie spirituelle, qui est dans une voie de protection de l'être humain, quel qu'il soit, et de toute tâche confondue. Donc, je crois qu'il y a eu un faux procès qui était relayé, évidemment, par certaines animosités. Mais en tout cas, ça correspond à la question précédente aussi. C'est cette aura du Dalai Lama qui est dans une forme de simplicité, une forme de spiritualité qui est adaptable à tous. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il dit vous pouvez garder votre religion et faire preuve aussi de spiritualité tibétaine. Il prenait presque une voie de spiritualité non religieuse. Donc c'est un oxymore, c'est une contradiction. Mais en tout cas, voilà, c'est toutes les facettes de ce personnage qu'il ne faut pas défigurer. Je crois que c'est important de garder l'image de quelqu'un qui a une aura, qui a une gentillesse, qui a une empathie, qui a une compassion non seulement pour son peuple, le peuple tibétain, donc qui est voué quand même, c'est moins qu'on puisse dire, aux menaces, aux intimidations, mais aussi par rapport aux autres nationalités dans le monde. Katia Buftry. Oui, au sujet de cet incident en Amdo, la région d'où est originaire le Dalai Lama, lorsque un enfant, il est de tradition, vous savez, la mère mange et donne à manger à l'enfant ce qu'elle a bien mâché. Voilà, absolument. Et donc, il est de tradition de dire, lorsqu'un enfant veut encore, de lui dire « mange ma langue » en lui la montrant pour montrer qu'il ne reste plus rien. Et le Dalai Lama, qui n'a pas toujours un anglais parfait, a dit «
suce ma langue. Alors ça a pris des proportions, d'autant plus qu'on a trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'internautes chinois qui avaient relayé l'affaire. Jean-Philippe Béja, je ne suis pas très au courant de cette affaire, mais je suis sûr que le Dalai Lama, de toute façon, est un humain et que, d'une façon ou d'une autre, il a certainement des défauts. Je crois que l'aura du Dalai Lama, ça vient aussi du fait de la dans l'ensemble des milieux de la haute technologie, il y a cette espèce de postmodernisme où on cherche, dans ma génération, on cherchait Katmandou, aujourd'hui on cherche beaucoup le bouddhisme tibétain, qui est un peu l'autre, qui permet d'avoir une autre relation au monde et qui était très populaire, d'où la popularité du Dalai Lama, qui en plus la représente de façon assez positive. Jean-Philippe Béja, Katia Buffrey, Olivier Weber, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Parlons-en sur France 24 pour évoquer cette question, ce dossier très épineux. Nous, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de Parlons-en sur France 24.